temps est compté. Je propose qu'on débute. De toute façon, ton intervention est enregistrée. Elle sera mise en ligne pour répondre à la curiosité de ceux qui n'auront pas vu les premières minutes. Donc, bienvenue à tous pour ce 4e webinaire consacré à l'Arctique de l'Institut de l'Océan de Sorbonne Université. On a vu l'histoire, enfin, non, on n'a pas vu l'histoire, on a vu la géographie, on a vu l'océanographie physique, on a vu la biologie. Et aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de recevoir Olivier Poivre d'Arvor et Francine Dominique Lichtenhahn qui s'exprimera après l'ambassadeur. Donc, Olivier, tu es le président du musée de la Marine depuis 2014. En tant qu'ancien marin, je suis évidemment très sensible à ton action. Tu es écrivain, tu es diplomate, tu as servi en Égypte, en Tchécoslovaquie, au Royaume-Uni, tu as dirigé la radio France Culture, tu as exercé de nombreuses responsabilités dans le domaine culturel, tu as été ambassadeur à Tunis de 2016 à 2020, où j'ai eu la chance de te rendre visite, et tu es depuis décembre 2020 ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes, et tu n'as pas chômé depuis ta prise de fonction, puisque après le Conseil de l'Arctique en Islande, il y a quelques semaines, tu as également été impliqué dans la réunion à Paris autour du traité de l'Antarctique. Et je suis extrêmement heureux de te recevoir et d'écouter ton discours qui nous projettera vers l'avenir de l'Arctique et des pôles. Je te cède le floor, la scène. Merci Christophe. Amiral, je suis rassuré de voir qu'il peut y avoir une vie après celle de chef d'état-major et qu'on peut passer de la grande marine nationale à la grande université, moi-même de la culture au Quai d'Orsay. En tout cas, ensemble, je crois qu'à travers ce que vous faites depuis quelques semaines et que j'ai suivi, vous nous tracez une carte des enjeux qui sont évidemment les enjeux d'aujourd'hui, mais évidemment ceux de juste demain. Et cette mobilisation actuelle, d'ailleurs, que nous sentons un peu partout dans le monde entier sur le sujet polaire, elle est extrêmement symptomatique d'une urgence. Il n'y a pas d'autre terme à employer que celui-ci. Pourquoi urgence? Parce que, s'agissant de la France, elle a gardé l'habitude de se présenter comme une grande nation polaire. Et je m'y attendais, à vrai dire, quand j'ai pris mes fonctions, donc succédant après un an d'interruption à Ségolène Royal et puis évidemment à Michel Rocard, qui fut ambassadeur des pôles de 2009 à 2016. Cette grande nation polaire que nous avons été, je pense qu'ensemble, nous devons faire en sorte que nous le redevenions, car nous ne le sommes pas objectivement, en tout cas pas du tout à la hauteur de ce que nous pouvons dire ou rêver d'être. Pourquoi? Parce que dans le fond, il n'y a pas de responsable dans cette affaire-là. C'est qu'à un moment donné, il faut que la puissance publique, sur des sujets d'intérêt aussi généraux, prenne la main sur ce qui était de l'ordre de l'aventure ou de l'exploration. Je pense notamment au début de nos aventures polaires qui, avec Dumont d'Urville en 1840, sont des aventures qui sont aux confins de la mission publique, mais aussi beaucoup de l'exploration privée, parce qu'on voulait découvrir, et l'amiral le sait mieux quiconque, cet océan qui a toujours été le dernier en tout, le dernier découvert, le dernier d'ailleurs reconnu, comme il l'a été il y a maintenant 15 jours officiellement dans son nom, d'océan austral. Et c'était une aventure dans le fond, ce n'était pas un projet politique. De même, les grandes expéditions, celles de Charcot, celles de Paul-Émile Victor, sont d'abord des entreprises, des initiatives privées. Et d'une manière ou d'une autre, la puissance publique s'est raccrochée à elle ou est apparue à un moment donné. Mais dans le fond, ce dont nous héritons aujourd'hui, c'est-à-dire notre outil, notre marine polaire nationale, ou notre monde polaire national, est construit sur ces petites choses-là, ces aventures. Les expéditions Paul-Émile Victor, peu à peu, sont devenues l'Institut polaire français, Paul-Émile Victor, mais il y a encore un énorme manque chez nous de vision stratégique sur pourquoi nous sommes un pays polaire et pourquoi nous devons le devenir un peu plus chaque jour. Et donc cette vision,
Je vais essayer à l'automne de la formuler avec ces entretiens, avec ces échanges que je peux avoir de part et d'autre, avec la communauté scientifique, mais aussi évidemment avec le monde économique, aussi avec tous les climatologues, avec les marins qui sont ici présents et qui connaissent bien ces régions-là. Alors, c'est très difficile pour moi de considérer d'un côté l'Arctique et puis de l'autre l'Antarctique. Et je pense que d'ailleurs un peu la faillite de notre système, c'est d'avoir voulu additionner des choses qui sont toujours présentées comme différentes, et je ne reviendrai pas sur les différences. À force de les répéter, plus personne n'écoute rien. Pour moi, le sujet, il est vraiment global. Les pôles. Pourquoi les pôles et pourquoi la France? Tout simplement, et je m'adresse aux marins que tu es et à tous ceux qui sont passionnés par ces enjeux maritimes et océaniques, c'est que nous sommes, par définition, une puissance polaire. Ça nous paraît loin, parce que c'est en effet assez loin l'Antarctique et même l'Arctique. Or, nous sommes, par notre domaine maritime, ces 11 millions de kilomètres carrés qui font nous le deuxième domaine maritime, nous sommes au monde de la mer. Et ce monde de la mer, notamment par les terres australes et antarctiques françaises, mais aussi par Saint-Pierre et Miquelon, nous rapproche considérablement de ces mondes polaires, de ces deux mondes du sud et du nord. Et tant ce domaine maritime qui fait de nous une puissance globale sur la mer, tant évidemment notre force de dissuasion, de sécurité, notre marine nationale. Je vous parle ici, à l'instant où je suis, du très haut du musée de la marine nationale. Et donc, cette marine nationale que j'ai appris à connaître, elle est aujourd'hui parmi les 3, les 4, les 5 grandes marines nationales au monde. Russes, chinois, américains. Évidemment, il y a des concurrents, mais nous avons su et nous pouvons toujours nous projeter partout aux 4 coins des pôles, en quelque sorte, à la fois dans l'océan austral, de même qu'évidemment en Arctique, et l'épisode fameux maintenant qui est rentré dans la légende, qui doit tout au chef d'état-major, qui était l'amiral Vendier du Rhône, restera dans les mémoires. Et donc, l'amiral Prazuc, pardon, excuse-moi, restera évidemment dans les mémoires. Et je pense que cet élément s'ajoutant au domaine maritime, notre marine nationale, ce que représente aussi, disons-le sur le plan économique, les enjeux polaires, qui ne sont pas négligeables. En Arctique, la Russie tire 17% ou 15% de son PIB des richesses arctiques, des richesses minières, mais nous ne sommes pas indifférents à ce sujet-là. Total est un partenaire essentiel pour Novatek qui exploite le gaz naturel liquéfié dans la péninsule de Yamal. D'autres entreprises françaises sont impliquées. Et malgré toutes les protestations vertueuses parlant de changement climatique, je suis persuadé que quand la route du Nord, cette fameuse route du Nord, sera véritablement dégagée, sécurisée, nos entreprises françaises investiront. Et c'est le signe d'ailleurs que nous font aujourd'hui l'entreprise privée qui s'appelle Rosatom, laquelle exploite pour le compte du gouvernement russe cette route du Nord, qui évidemment demande encore beaucoup d'infrastructures, mais beaucoup d'investissements que les Russes n'ont pas et pour lesquels ils réclament la présence de la France. Donc, il y a à la fois l'enjeu du domaine, de la présence sur la mer, l'enjeu évidemment stratégique que notre marine nous apporte, l'enjeu économique, mais l'enjeu scientifique. Nous sommes une grande nation scientifique. Il faut rester cette grande nation scientifique. Or, aujourd'hui, tout laisse à penser que nous ne pouvons plus travailler à la fois dans le long terme et à l'échelle au niveau avec d'autres puissances. La science se fait de manière collaborative aujourd'hui, essentiellement. Il n'y a pas une science française des pôles ou de la glace. Les grandes découvertes, je pense notamment en glaciologie, le travail qu'a fait Claude Lorius dans l'Antarctique avec le carottage qui a permis dans les années 80 de découvrir à quel point, à travers l'analyse de la glace, le changement climatique était considérable et l'élévation de la température aussi, cette mesure a été permise grâce à une collaboration franco, à l'époque soviétique. Et donc, ces coopérations internationales, elles deviennent pour nous difficiles dans la mesure où nous n'avons plus forcément les moyens pour matcher avec d'autres partenaires. Je pense aux États-Unis, je pense au Royaume-Uni, je pense à l'Allemagne, qui ont des budgets très importants. Et puis enfin, le 5e élément qui doit nous pousser non seulement à nous intéresser au pôle, mais à redevenir une grande nation polaire, c'était évidemment l'élément climatique. L'élément climatique, depuis 2015, les Français le savent, nous avons pris des engagements, nous avons permis qu'à travers ces accords de Paris, l'humanité tout entière se rassemble autour d'un objectif, celui de la baisse d'émissions des gaz à effet de serre et bien d'autres choses aussi. Et ces accords de Paris nous obligent
à considérer que même si nous ne sommes pas un pays arctique et pas un pays quasi-arctique comme la Chine se prétend être, nous sommes concernés par l'Arctique pour 3 raisons. Des raisons économiques, parce que là, peut-être en effet, un jour, rien n'est garanti, le passage commercial que peut représenter la route du Nord pourra challenger d'autres voies que nous connaissons, en partie notamment celle du canal de Suez, parce que nous avons ces entreprises, mais aussi parce que nous avons, nous, fondateurs de l'OTAN, plus grande puissance maritime et nucléaire, sur ces questions stratégiques, sur ce qui se passe aujourd'hui en surface, mais aussi sous l'eau dans cette partie du monde, nous intéresse. On n'est pas au niveau d'une confrontation entre États-Unis, Russie et Chine, mais nous avons quand même des éléments ici, évidemment, qui peuvent un jour, à un moment donné, si la gouvernance mondiale continue d'être aussi échevelée, poser problème. Et donc, cette responsabilité stratégique, cette responsabilité économique, cette responsabilité climatique qui fait que, je pense, tous les Français, s'ils ne savaient pas que l'Arctique se réchauffait 3 fois plus vite que le reste de la planète, ils le savent depuis 2-3 jours quand ils ont vu que dans le nord de la Russie ou dans le nord du Canada, on avait atteint des températures qui n'ont jamais existé, en passant parfois de plus de 10 degrés centigrades par rapport aux normes actuelles, aux normes normales. Pardon. Et donc, ces 3 éléments font de nous, parce que nous sommes une grande puissance industrielle, parce que nous sommes membres du Conseil de sécurité, un acteur qui doit réfléchir d'une manière ou d'une autre à la question arctique. Alors c'est la difficulté principale d'ailleurs, j'essaierai de trouver dans cette stratégie polaire 2-3 propositions. Nous ne sommes qu'observateurs, nous n'avons aucune raison d'être plus qu'observateurs dans le Conseil de l'Arctique. Mais le Conseil de l'Arctique, c'est ça, je pense, ne résume pas l'ensemble de la question arctique. Il règle des sujets ou des problématiques propres à des riverains de l'Arctique, qui ont d'ailleurs toute souveraineté, toute autorité pour être membres de ce Conseil de l'Arctique. 8 pays, comme vous le savez, je ne vais pas vous répéter la liste de ces pays, et puis un certain nombre d'observateurs. Et donc, ce n'est pas forcément en tant qu'observateur, même si nous pouvons, à travers les scientifiques qui sont présents dans les groupes constitués par le Conseil de l'Arctique, ce n'est pas tellement comme observateur de ce Conseil de l'Arctique que nous devons poser la question arctique, qui était une question globale, mais véritablement comme une grande puissance, comme je l'ai dit, membre du Conseil de sécurité. Cette conférence arctique, un jour ou l'autre, elle existera. Elle ne sera pas limitée à 8 acteurs. Elle impliquera les grands pays. Elle impliquera la Chine. Elle impliquera l'Europe. Elle impliquera la France et d'autres pays aussi. Il y a une initiative d'ailleurs du président finlandais actuel qui proposait qu'il y ait un grand sommet arctique en 2025 pour traiter de ces questions-là à Helsinki, parce que ces questions, évidemment, nous concernent toutes. Les effets du réchauffement climatique, on ne va pas revenir dessus, mais elles impactent directement l'océan. L'océan, c'est beaucoup de choses pour nous, ça signifie beaucoup. Et je pense que d'ailleurs, la question polaire doit être vue aussi très fortement à travers l'angle océanique et l'angle maritime. Et donc, les impacts, en effet, de la dégradation de la banquise en Arctique auront des effets assez immédiats, même si aujourd'hui, il faut être honnête, tout est loin de là, n'est pas documenté sur le plan scientifique. Et je voudrais en arriver à un point qui me paraît être le point important, c'est qu'aujourd'hui, nous, Français, avec des équipements, des infrastructures qui ont beaucoup vieilli, notamment en Antarctique, je pense à la station Dumont-d'Urville, qui a absolument besoin de nouvelles, d'une rénovation en profondeur, mais aussi un jour bientôt avec la station Concordia que nous partageons avec les Italiens, mais aussi parce que nous n'avons pas véritablement de grandes stations, à part cette station franco-allemande au Svalbard, mais qui est quand même d'une échelle assez modeste. Nous n'avons pas de station en Arctique, nous n'avons pas de brise-glace. Nous sommes le seul pays du G7 à ne pas avoir de brise-glace. Et donc, il y a un besoin évident d'équipement, il y a un besoin d'infrastructure qui se fait sentir, il y a un besoin de moyens en mer, de bâtiments qui permettent peut-être de manière plus souple de passer de l'un à l'autre selon les saisons, notamment ce brise-glace qui est un investissement que des pays un peu moins fortunés en termes de PIB comme le Chili ou que d'autres, la Nouvelle-Zélande, sont en train de construire pour leur propre usage. Alors,
ce sont des infrastructures, qu'elles soient à terre ou qu'elles soient en mer, ce sont aussi des programmes. Il faut vraiment aujourd'hui permettre à ces chercheurs français d'être compétitifs en termes de moyens, d'allocation de recherche, de durée de travail par rapport à leurs collègues européens ou nord-américains ou australiens. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai fait un petit calcul rapide et parlant à des militaires aussi, je ne veux pas opposer l'armée de terre à l'armée polaire, mais quand même, le coût d'investissement de notre pays sur les sujets polaires, arctiques comme antarctiques, c'est à peu près le coût annuel de l'achat de 3 ou 4 maximum Charles Leclerc. Charles Leclerc, je crois que c'est 8 millions d'euros. Donc on a entre 28 et 30 millions d'euros de dépenses publiques pour l'ensemble du sujet polaire. Hein. Je mets tout ensemble. Hein. C'est vous dire que quand on compare à des chiffres qui sont ceux des Britanniques ou des Allemands, avec évidemment des enveloppes de 70, 80, 100 millions, 150 millions d'euros pour les Néo-Zélandais, tout ça montre bien quand même qu'à travers le temps, notre appareil s'est beaucoup fragilisé et nos moyens ont beaucoup baissé. Alors, moi, je suis optimiste. En 1989, Michel Rocard, qui découvrait à ce moment-là le monde polaire, à tel point qu'en 2009, il avait souhaité être le premier ambassadeur pour les pôles, Michel Rocard préside la réunion consultative du traité d'Antarctique. C'est la deuxième réunion que nous présidons. Nous en prenons une première en 69, une deuxième en 89 et la dernière, il y a maintenant exactement 10 jours, que j'ai présidé pendant 10 jours et qui était une réunion passionnante en ce que j'ai pu voir concrètement 60 ans après, c'était le 60e anniversaire du traité d'Antarctique, comment des nations, malgré les ambitions des uns et des autres, et la Chine s'est pas mal fait entendre autour de cette table virtuelle, puisque nous étions online, mais comment des nations ont été capables, en pleine guerre froide, 59, d'imaginer un traité qui gelait l'ensemble des demandes de revendications territoriales, les nôtres évidemment, étant possessionnés sur la partie Antarctique Est, mais comment ces pays ont réussi et réussissent encore, 60 ans après, à gouverner intelligemment au service de la science et de la paix l'équivalent de 7% de la surface du globe. Ce n'est pas rien l'Antarctique, c'est immense. 7% de la surface du globe, 80% de l'ensemble des réserves d'eau douce au monde. Ce qui fait d'ailleurs parfois dans les fantasmes les plus échevelés de certains imaginer que si l'Antarctique fondait, ce qui n'est pas prévu, l'élévation du niveau de la mer serait de 69 mètres, ce qui, même là où je suis, au 9e étage du musée de la Marine, avec la vue sur la Seine, poserait quelques problèmes. En tout cas, nous avons, je crois, historiquement, en ce moment, dans ces mois-ci, ces jours-ci, peut-être dans la perspective aussi d'une élection présidentielle où les enjeux environnementaux vont être, je pense, importants, présentés par toutes sortes de candidats. Il y a une sorte d'unanimité sur les questions climatiques. Moi, je souhaite vraiment que les questions polaires, pas perçues comme étant des petits mondes fermés, mais vraiment comme faisant partie d'un ensemble, d'un écosystème où océan, biodiversité, climat, pôles, ensemble, forment quelque chose qui nous assure à la fois de l'oxygène, à la fois des puits de carbone, à la fois des ressources halieutiques, à la fois des possibilités de commercer. La mer est riche, la mer nous donne beaucoup, les pôles aussi. Ils ont été depuis, je crois maintenant, suffisamment d'années, les éléments, les capteurs de la crise climatique qui nous apportent tous les jours des informations qui sont clairement dramatiques. Je crois qu'il faut savoir écouter les pôles, il faut savoir s'en occuper. Et notre pays, parce qu'il a, à travers sa grande histoire maritime, cette capacité de se projeter tant au nord qu'au sud, parce que nous avons ces restes d'empire français maritime, et parce que, évidemment, aussi, à travers l'Antarctique, à travers les terres australes et antarctiques françaises, c'est le sujet indo-pacifique qui est posé, c'est la concurrence avec la Chine. Il ne faut pas être naïf, personne ne l'est autour de cette table, je le sais, mais il y a quand même aujourd'hui un intérêt de la Chine pour le monde polaire, aussi fort qu'elle a pour le monde spatial, et qui doit nous interroger. 5 stations chinoises en Antarctique, c'est quand même beaucoup. Pourquoi faire ? Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'avec les Européens, avec l'Union européenne, nous fassions ce qui a été fait pour l'aéronautique,
avec Airbus, parti d'une aventure, là aussi celle de l'aéropostale dans les années 20, qui est devenue Air France, et puis Airbus, et puis tout le siège de Toulouse, évidemment. Ce que nous avons réussi à construire, une industrie aérospatiale européenne. Ce que nous faisons aussi avec le CNES, mais avec l'Agence spatiale européenne dans le domaine du spatial, tout ça est interconnecté. Le spatial et le polaire le sont de manière extrêmement étroite. Je crois qu'il faut qu'on ait cette ambition parce que les pôles nous ont vraiment, je crois, dit ce qu'ils avaient à nous dire. Ils sont en souffrance, mais ce n'est pas tant eux qui sont en souffrance, c'est l'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas uniquement les 4 millions de personnes qui vivent, pour certains 400 000 autochtones ou 4 millions sur l'ensemble du bassin arctique. C'est l'ensemble de l'humanité qui est menacée, si les pôles vont mal, d'aller mal elle aussi. Voilà, quelques éléments de réflexion. On est en cours d'écriture de cette stratégie polaire, donc je ne vous en livre pas les conclusions, ni même les intuitions, à vrai dire, parce que j'écoute beaucoup. Et donc, je serais heureux si nous avons quelques minutes d'échanger avec